Emeline Taylor, astrologue numérologue, et également éditrice et auteur d'ouvrages spécialisés. Alors, montrez-moi cet ouvrage. Donc. Ça, c'est un livre sur les prévisions annuelles 2010. Ah oui, d'accord. On va le montrer plus près. En fait, c'est un livre qui explique le cycle de 9 ans. Eh bien, on va peut-être commencer par ça, parce que le son, c'est pas... Puisque... Donc ça, c'est votre deuxième... C'est votre... Vous avez celui-là aussi. C'est le dernier livre sorti, celui-ci. Ouais. Aux éditions JC. Celui-là, c'est carrément sur la numérologie. Et puis vous en avez un autre, l'astrologie, la numérologie karmique. En même temps, parce que... Voilà. Un livre qui s'appelle... Celui-là aussi. Moi, je vais vous en parler après, parce que... Bon, on va revenir là-dessus. Pour l'instant, c'est pour brosser un petit peu un contexte. Ça, c'est un livre d'astrologie, parce qu'on parle d'astrologie, femmes et autres compatibilité astrologique. Oui. Eh bien, les éditions JC méritent d'être connues, effectivement. Et ça, c'est un livre que je vends très très bien. C'est un de mes meilleurs ouvrages, il y a 400 pages. Les octaves des nombres, connaître votre destin par la numérologie. Je suis en train d'écrire un gros pavé sur la même chose, sur l'astrologie, connaître votre destin par l'astrologie. Mais ça fait qu'à 5 ans que je suis bouquin, je n'ai pas trop avancé là. Donc, quelle est votre formation alors? Moi, j'ai une formation universitaire. C'est-à-dire que j'ai fait la fac de droit. Et pendant, c'est bien, ça m'a donné la rigueur, la connaissance du monde dans lequel on vit. Mais pendant mes études à la fac de droit, j'ai rencontré un garçon qui faisait de la numérologie. Il avait une bibliothèque absolument extraordinaire. Et c'est là où j'ai découvert la numérologie, parce qu'il avait un livre d'un grand boursier qui s'appelle Quinn Kevin Harry, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je crois pas, non. C'est un numérologue très connu aux États-Unis, qui est vraiment la référence, qui est mort maintenant bien sûr, mais qui était assez exceptionnel, j'aime beaucoup. Et donc c'est là où j'ai appris la numérologie. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur l'astrologie, c'est-à-dire que j'ai pris des cours privés avec un astrologue, et puis des cours collectifs, et puis après je me suis installée. Donc ça fait à peu près une trentaine d'années que j'étudie l'astrologie et la numérologie. C'était quel cours d'astrologie C'était un cours avec un astrologue en privé, Grégoire. Grégoire. Et puis en collectif? En collectif, c'est toujours avec lui, toujours. Il faisait des cours collectifs. Au départ, il faisait des cours privés. Et on ne le connaît pas, c'est bon de le mentionner. Oui, mais je ne sais pas ce qui est devenu parce que je l'ai perdu de vue. Après, il est parti vivre dans le sud de la France et je ne l'ai pas revu. Mais il était très bon, il était prof d'histoire en fait, passionné d'astro. Et il donnait des cours privés. J'aimais beaucoup sa façon très intéressante de présenter l'astrologie. Donc vous avez aussi une formation de juriste ou d'économiste? Juriste, oui. Est-ce que vous voyez un rapport entre le droit et l'astrologie parce que l'astrologie, pour vous, l'astrologie, c'est un phénomène naturel ou c'est quelque chose qui a été construit par les hommes? En fait, pour moi, c'est une science. L'astrologie, c'est une science humaine. C'est une science précise, des connaissances, un savoir qui nécessite des connaissances, des études approfondies. Et je la classe parmi les sciences humaines. Donc, pour moi, c'est aussi vieux que le monde. La numérologie, les lettres, l'alphabet, c'est très très ancien, c'est millénaire. Et c'est pareil pour l'astrologie. Il y a une tradition astrologique et c'est ce que j'aime dans l'astrologie. Donc c'est une science, vous avez vu que c'est une science. C'est une science précise avec des codes, des méthodes, des savoirs, des connaissances et qui nécessite des études approfondies. Voilà. Mais et le droit, comment vous définiriez le droit alors par contre? Le droit, c'est le fonctionnement de la société. Il y a des lois qui sont construites. Les codes de la société, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui. Mais par exemple, vous avez certainement fait des droits constitutionnels. Oui. Donc on établit aussi des cycles. Mais le droit, il est toujours en mouvance, on va dire. Il évolue. Oui. Hein, par exemple, en Italie, il n'y a pas de droit social. Dans le sud de l'Italie, il n'y a pas de droit social. Ah oui? Ah bah oui, c'est... Il n'y a pas de droit du travail? Non. Oui. Il y a quelques codes, mais dans la vérité, rien ne se pratique. Ah oui, c'est ça. Mais l'astrologie, c'est
c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Là, on se dévie un peu du sujet. Oui, mais enfin, si vous voulez, comment est-ce qu'elle a été codifiée, l'astrologie? L'astrologie, à l'origine, je pense que des grands êtres, des grands sages ont eu la connaissance du fonctionnement des planètes, du système, et ils ont retraduit. Il y a une tradition très très ancienne, et je pense que ce n'est pas la même chose. C'est pas un savoir humain, c'est autre chose. Ah d'accord. Vous pensez vous pensez que les hommes ont découvert les lois Je ne sais pas si vous connaissez les mantras dans le yoga, il y a des mantras. Oui. Ben, les mantras, ce sont des sons. En numérologie, on étudie le pouvoir du son, le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe. À l'origine était le son. Et bon, à l'origine, qui a découvert l'astrologie? Ce sont des grands sages qui sont derrière l'astrologie. Pour moi, ce sont des grands êtres qui sont derrière l'astrologie. Et je dirais qu'il y a autant d'astrologie qu'il y a d'êtres humains. Ah d'accord. Parce qu'il y a ça dépend de la façon dont on va le pratiquer, effectivement. Mais quand même à la base, il y a une tradition millénaire qui a été dévoilée par des grands êtres. Donc l'astrologie que nous la connaissons aujourd'hui, elle a quasiment pas changé à votre avis depuis l'origine? Ah mais je la trouve trop moderne. Je la trouve pas assez. Ah oui. Je préfère l'astrologie ancienne. J'ai toute une bibliothèque de livres anciens qui sont absolument magnifiques. Je préfère les livres de l'astrologie traditionnelle aux livres qui sortent, modernes. Mais ça ne vous empêche pas. L'astrologie moderne, c'est on évite de faire de la prévision. Alors pour moi, c'est un aveu d'impuissance d'utiliser l'astrologie sans faire de prévision. On se limite à un niveau psychologique. Moi, je pratique l'astrologie karmique. Oui. C'est-à-dire que, selon le principe de réincarnation, on serait né pour mourir, on va mourir pour renaître. On vivrait des tas d'existences à travers des vies successives. Oui. On dirait que notre vie actuelle n'est que la conséquence donc de la vie passée comparée à la vie suivante. Cette vie ne serait qu'une étape parmi une autre étape. Et en fait, l'astrologie, elle permet de savoir où on est dans le cycle de naissance. Les Tibétains disent que l'on doit sortir de la roue des renaissances. Quand on fait un thème astrologie, ou astrologie karmique, eh bien, on va essayer de... Vous voyez, ça c'est le thème astral. Bien sûr, moi j'utilise toujours maintenant l'informatique, puisque c'est comme aujourd'hui, je vais pas... Si je me déplace en voiture, je ne vais pas prendre un âne. Ah ben, je ne fais pas les calculs à la main, c'est fini ça. C'est tellement facile que j'ai l'ordinateur. J'utilise ce qui m'a apporté. En fait. Et donc dans l'astrologie karmique, eh bien, il y a une méthode, et on applique la méthode, et il nous faudrait des heures pour parler de la façon dont on travaille. Mais ça, vous avez tout dans mes livres. Oui. Hein, mon livre qui s'appelle L'astrologie et la numérologie karmique. J'ai essayé de réconcilier l'astrologie avec la numérologie. Parce que la plupart des numérologues ne voulaient absolument pas entendre parler de l'astrologie. Oui. Et la plupart des astrologues ne veulent pas entendre parler de la numérologie. C'est vraiment terrible. Mais alors pouvez nous dire un petit peu, sans déflorer votre livre, comment vous avez fait des passerelles entre les deux? Je vais vous expliquer. Donc dans l'astrologie karmique, on est donc né avec ce qu'on appelle un karma. Enfin, en Occident, on l'appelle la loi de cause à effet. En Orient, on l'appelle la loi de karma. Il n'y a pas de mot pour définir en français le mot karma. C'est un mot sanskrit. En fait, le sanskrit, c'est une langue très spirituelle. Il n'y a pas de mot pour traduire le mot karma. C'est en fait la loi de cause à effet. Et on est dans le monde de la cause à effet. C'est pour ça que ça m'intéresse à l'astrologie karmique. En fait, l'être humain naît avec on va dire, des relations karmiques. Les deux premières relations que l'être va connaître, c'est son père et sa mère. On dit qu'on attire toujours à soi le père qu'on a mérité d'avoir, qu'on a été soi-même dans une vie passée, et le père qui va être bénéfique à notre évolution actuelle. Il n'y a pas de hasard dans notre naissance avec le père que l'on va voir et la mère que l'on va voir. En astrologie, on regarde tout de suite le soleil, et puis on regarde d'autres configurations pour voir le rapport. Alors, soit on a un bon père qu'on a mérité d'avoir, et il y a toujours ce qu'on appelle les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors, en numérologie, on apprend le fonctionnement de l'univers avec les nombres. Le nombre 2, c'est ce qu'on appelle le nombre de la polarité. Le monde est constitué de polarités, jour, nuit,
noir, blanc, inspire, expire. Si on enlève une polarité, on enlève l'autre. Et donc on a ce qu'on appelle une destinée, c'est un libre arbitre. Et bon, le monde fonctionne comme ça. Et en astrologie donc karmique, on peut essayer de comprendre comment fonctionne le couple des parents. Et ça, c'est des relations karmiques. Alors ensuite, on a un autre programme. Soit on va avoir une fratrie, et alors on a un karma avec des frères, ou alors on n'a pas de frères et sœurs, et on n'aura pas de fratrie. Et puis après, la vie va se poursuivre avec un conjoint à rencontrer, avec qui on a un karma qu'on a peut-être connu dans les vies passées. Et puis un travail qu'on a peut-être déjà pratiqué dans une vie passée. Moi, je crois comment dire, si on a été un grand musicien dans la vie passée, bon, dans cette vie, on va se retrouver un enfant qui est virtuose à 4 ans, 5 ans, qui connaît le piano ou la musique. De la même façon que l'on se couche le soir, par exemple, on se blesse le doigt et le soir, on se couche avec une blessure, le matin suivant, on se réveille avec une blessure, et bien, dans le phénomène des vies successives, on peut prévoir, hein, en numérologie, il y a un enchaînement logique d'une vie à l'autre, et l'astrologie permet de connaître ce fonctionnement. Et je dirais que, bon, en astrologie, il y a ce qu'on appelle 12 maisons. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Et si on regarde par exemple la maison du corps physique et la maison 1, et puis on va pouvoir dire, eh bien, voilà, il y a un karma, bon ou mauvais, dans la maison 1, au niveau du corps, et puis la maison 2 qui est la maison de la fortune. Mais si on a une mauvaise maison 2, bien évidemment, de notre vie passée, on traîne avec nous des difficultés que l'on va devoir purifier. Et en fait, je pense que, quel que soit le destin qu'on ait, peu importe, on est là pour venir régler certaines factures. La souffrance est un maître, malheureusement. Mais on peut purifier ce que j'appelle les maisons astrologiques. C'est-à-dire que si l'on est avec beaucoup de problèmes, de dénûment dans notre vie, par exemple la maison de la fortune, si on a une vie très sage, alors on peut purifier cette maison. Et si on était pauvre, eh bien on devient riche. Ou alors si on était riche, on devient quelqu'un de vertueux. Et après on avance dans le thème, si on veut, on va regarder ce qu'on appelle la maison des mérites. Si on a une bonne maison des mérites... C'est quelle maison, la maison des mérites? La maison des mérites, c'est la maison du savoir, c'est la maison 3. Et puis la maison des mérites, enfin ce qu'on appelle un axe avec la maison 9. Hein. Et si on purifie cette maison, au fur et à mesure de la vie, on va voir la maison des mérites se purifier, on va devenir quelqu'un de très pieux, quelqu'un qui a du savoir, quelqu'un qui a... Alors donc la même façon de purifier... Et on continue comme ça le thème, alors la maison de la famille, la maison du mariage. Voilà. Si on a purifié la maison du mariage, eh bien on va faire un beau mariage. Ou bien évidemment si on est avec ce qu'on appelle la maison du mariage est plombée, on a des difficultés. Mon travail c'est d'expliquer ça, voilà. Et comment on fait pour purifier voilà, avoir une vie très sage. Qu'est-ce que ça veut dire par purifier la maison du mariage? Ça veut dire que si malheureusement on a dans la vie passée été un mauvais concubin, par exemple, on peut naître homme, on peut naître femme d'une vie à l'autre, peu importe, c'est un petit peu compliqué, c'est pas facile à expliquer. Mais admettons que dans une vie, on aurait fait beaucoup d'erreurs au niveau des lois de l'amour, on aurait été quelqu'un de très coureur, qui faisait souffrir les cœurs et qui passait d'une relation à l'autre. Eh bien, on va naître dans un corps de beaucoup de personnes. J'ai remarqué, c'est ce que j'appelle des karmas de génération. Des femmes qui naissaient, qui étaient beaucoup trompées par leur mari et auraient, semble-t-il, été des hommes dans les vies passées et auraient eu ce karma d'être trompées. Bon, alors évidemment, on va devoir supporter, endurer une certaine souffrance, dans un juste milieu toujours. Moi, je pratique la philosophie du milieu, je dis je pense que si on veut jouer de la sitar, il ne faut pas que sa corde ne soit ni trop lâche, ni trop tendue. Il faut un juste milieu en tout. Ni trop manger, ni pas assez, ni trop dormir, ni pas assez, ni trop seul, ni pas assez. C'est facile à dire, ça c'est la pratique, mais en théorie, la théorie c'est facile, mais la pratique c'est plus difficile. Enfin bon, pour parler de la vie affective, revenir sur la maison 7, la maison du mariage, si on a une mauvaise maison 7 et qu'on veut purifier on veut avoir une vie affective plus facile, eh bien il faut avoir une vie très sage, pas reproduire des phénomènes des vies passées. Et en vous entendant, on a l'impression qu'il faut éventuellement accepter quand même de payer un certain prix et d'accepter certaines épreuves.
Oui, la souffrance est un maître. Oui. Il n'y a pas d'effet sans cause, il n'y a pas de feu sans fumée, on dit. Il n'y a pas de hasard de rencontrer telle ou telle personne si on a une vie affective qui est très... Et alors la numérologie aussi, vous avez parlé, donc la numérologie fait, karmique, alors c'est quoi la pour numérologie moi, karmique? alors, C'est pas le thème, là c'est plus le thème natal, là. Oui. Alors là, non, là je vous parlais de l'astrologie karmique, mais la numérologie karmique, effectivement, en numérologie c'est pareil, on peut définir le karma d'une manière très précise. Alors pourriez-vous nous donner plus? Parce que il faudrait prendre un exemple, et ça, j'ai pas le temps pour ça. Comment? Il faudrait prendre un exemple, et bon, ça prendrait trop de temps, et c'est Non, mais je comprends, mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Surtout moi qui ai une connaissance comme ça, il faut la retraduire. Oui. Les mots, c'est tellement tout noir, il faut avoir les mots justes. Et... Mais je comprends. Non, mais si vous voulez, ce que je veux dire, j'ai beaucoup de succès dans ce livre, avec ce livre, parce que la numérologie karmique, c'est facile à trouver. Après, l'interprétation, c'est plus complexe, mais bon, si on étudie, on réussit à savoir ce sur quoi chacun doit travailler. En fait, la plupart du temps, les gens viennent me voir parce que la souffrance est un maître et la souffrance fait partie de la vie, on ne peut pas l'exclure. C'est les revers de la médaille. Hein, qui dit joie dit souffrance. Il y a de petites joies, petites souffrances, grande joie, grande souffrance. À qui il est beaucoup donné, il est beaucoup demandé. Il n'y a pas de bon ni de mauvais destin. Il y a des plus et des moins dans la vie de chacun. C'est la polarité, le monde dans lequel on fonctionne. C'est le monde de la cause à effet. Et malheureusement, il y a des ardoises à effacer, il y a des karmas. Chacun naît avec des difficultés dont il faut absolument faire face à ces difficultés. Et c'est le rôle de l'astrologue. Avant, c'est le curé qui prenait cette place. Avant, c'était peut-être le psychologue qui aussi, bon, maintenant, qui prend aussi cette place. Mais bon, l'astrologie karmique, c'est quand même bien spécifique. Hein. C'est vraiment spécifique. Mais bon, pour moi, c'est une connaissance absolument extraordinaire, sans limite. C'est-à-dire que on inverse les phénomènes. Par exemple, si vous avez un mauvais père, un père alcoolique, eh bien, vous inversez la chose, vous dites que peut-être dans votre vie passée, vous avez été, vous, un père alcoolique, par exemple. Mais si vous avez un père qui était un prêtre, qui était un homme érudit et un grand saint, un sage du moins, eh bien peut-être vous, dans la vie passée, vous avez aussi un homme érudit, sage et beau. Donc notre vie actuelle nous enseigne ce que nous avons passé. Tout à fait. Nous avons vécu. Il n'y a pas de hasard de naître une fourmi dans le désert du Kalahari ou bien président de la République française. Enfin, bon, je veux dire, chacun a sa place dans cet univers, la place que le karma lui attribue. Et alors, question un peu idiote, il y a des instances un peu comme un... Là, on est dans le domaine juridique quasiment. Il y a un juge qui oui, il y a une décidé... justice divine, on va dire. Voilà. Oui, c'est ça, une justice. Voilà, c'est la justice divine, parce que les justices humaines... Hein, il y a des lois, heureusement, mais bon, tout a sa raison d'être. Alors, moi, j'enseigne que malheureusement... On parle d'ailleurs de la judiciaire, on dit. Bah oui, ma formation aujourd'hui. Malheureusement, la souffrance est partie de l'existence. Je pense que la souffrance est un maître, bien sûr, comme je le disais, mais je pense que on souffre déjà on passe une longue réclusion dans le ventre de sa mère avant de naître. Mais oui, c'est vrai. Une pénible, hein, pendant la gestation, on va dire. Et puis on est au monde complètement nu, démuni. On va passer son enfance en totale dépendance. Oui. Ensuite, on va arriver dans la jeunesse avec toutes ces tentations multiples. Et puis on va arriver dans la vie d'adulte avec de nombreux désirs insatisfaits. Pour arriver dans la vieillesse avec son cortège de maladies, d'infirmités. Alors le programme de la vie, la vérité, c'est que on dit qu'on voit son avenir dans les cimetières. Et que l'avenir du corps, malheureusement, pour tout le monde, ça va mal se terminer, parce qu'à un moment, on va devoir quitter ce corps. Dans l'astrologie karmique, on apprend que, de toute façon, notre corps, c'est une enveloppe. Le nombre 4 explique beaucoup de choses en numérologie, parce qu'on dit que l'être humain est constitué de 4 corps qui s'interpénètrent. Le corps physique, on l'utilise à l'état de veille, et qui nous permet de fonctionner ensemble dans le monde physique. Le corps subtil qui correspond à l'état de rêve, qui est un corps qu'on utilise quand on rêve. D'ailleurs, dans l'état de veille comme dans l'état de rêve, on connaît la souffrance, parce qu'on peut rêver, des choses terribles. Et bon. Par contre, quand on rentre dans le troisième corps, le corps qu'on appelle le corps causal, qui correspond à ce qu'on appelle le corps des causes, enfin les causes, le monde astral, on va dire,
Là, il n'y a plus de souffrance. C'est ce qu'on appelle l'état de sommeil profond, au-delà du rêve. L'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond. Et au-delà du sommeil profond, ce qu'on appelle l'état transcendantal, le corps transcendantal, que certains appellent l'âme, ou ces corps se... Et là, j'ai un peu dévié de mon sujet à propos de l'astrologie et de la numérologie, mais bon, je pense qu'on peut... quand on fait de la méditation, on apprend à connaître ses corps. Notre corps physique, on le connaît, notre corps subtil, on apprend à le connaître. On plonge à l'intérieur de soi, on fait une pratique qu'on appelle la méditation. Alors les corps les plus élevés sont les corps qui se maintiennent. Il n'y a pas de corps le plus élevé, mais je dis que quand on souffre beaucoup sur le plan physique, à l'état de veille ou bien même dans les rêves, il est bon quelquefois de dormir l'état de sommeil profond. On ne connaît plus la souffrance dans le sommeil profond. D'ailleurs, les grands êtres disent que si on arrive à être à l'état de veille comme on est dans l'état de sommeil profond, on peut vivre sans aucune souffrance. En fait, j'ai écrit ce livre sur le bonheur, oui. Parce que, bon, effectivement, le bonheur, c'est une quête que chacun essaie de faire. C'est un droit, c'est un devoir, je dirais, d'être heureux. On n'est pas venu tout pour être malheureux, parce que sinon, oui. C'est vraiment pas marrant. Alors, c'est vrai que j'ai écrit un article sur un livre ça a été distribué dans les magasins bio. Oui. Ils avaient fait un thème sur le bonheur, qu'est-ce que le bonheur, etc. Et ben, j'explique que le bonheur, c'est quand même un devoir. On a le devoir d'être heureux. Et si on vient en ce monde, c'est quand même pour essayer d'être heureux. De fonder une famille. Si on fonde une famille, c'est pour être heureux. Si on achète une maison, c'est pour être heureux. Si on prend une voiture, c'est pour être heureux, c'est pour se déplacer. Tout est conditionné par cette recherche du bonheur. Mais le Christ disait, le royaume des cieux est en vous. Effectivement, on peut avoir des bonheurs, mais comme tout est éphémère, puisque ce monde dans lequel nous vivons subit ce qu'on appelle la loi de cette... on est dans un monde complètement transitoire, éphémère, c'est un passage, une étape parmi des quantités d'étapes. Parce que je pense qu'on a... Les hindous nous enseignent que dans la roue des renaissances, on devrait jouer de nombreux rôles. Je préfère dire, le monde serait comme un théâtre où chacun aurait son rôle transitoire dans la pièce du monde, mais chacun a sa place, on va dire. Il n'y a pas de grand rôle ni de petit rôle. Je dirais qu'il n'y a que des grands acteurs ou des petits acteurs. Quelquefois, on a envie d'applaudir parce que le monde est merveilleux. Et puis d'autres fois, on trouve tellement de tristesse, de méchanceté et d'horreur qu'on a envie de, comme un funambule, d'aller droit sur son fil, aller au but. C'est-à-dire de se libérer de cet univers et ne plus renaître en ce monde. Alors, vous parlez de petits et de grands acteurs. Est-ce que... Il y a des hommes qui ont des grands destins, mais qui sont des petits acteurs. Je trouve qu'ils ne sont pas terribles dans leur rôle et j'applaudis pas. Ah oui. Mais j'essaie de vivre. Je me dis que le monde, c'est comme un théâtre où chacun a sa place. Quand on va regarder une pièce de théâtre, chaque chose est bien organisée, la lumière, les prises de vue, le rôle de chaque acteur. Oui. Mais tout ça, c'est du théâtre. C'est complètement illusoire parce que ça n'a qu'un temps. Oui. Et je dis, il faudrait regarder le monde, être comme un témoin inaffecté, avec un peu de recul, et regarder ce monde comme une pièce de théâtre. Quelquefois, c'est une grosse comédie, quelquefois, c'est vraiment amusant, on s'amuse, puis d'autres fois, c'est dramatique. Il y a des périodes de la vie extrêmement difficiles, et bon... Non, mais la question que je voulais c'est ce que j'explique dans mon livre sur le bonheur, en fait. Donc, vous tenez deux propos, l'un sur le bonheur, l'autre sur la souffrance. Ben oui, on ne peut pas l'éviter, malheureusement. Et c'est pas facile à concilier ces deux... Si on peut trouver, plus on plonge en soi-même, plus on purifie plus on cherche la connaissance, parce qu'on n'a pas besoin, malheureusement j'ai l'amour des livres, mais on n'a pas besoin des livres ni de... Oui. Tout est à l'intérieur. Si on cherche et qu'on creuse les choses, les connaissances, eh bien, tout est à l'intérieur. C'est comme une mémoire d'ordinateur, tout est en soi, et plus on plonge dans soi-même, et plus on trouve les connaissances essentielles. Tout à fait. L'astrologie en numérologie, en tout cas, plus on fait de thèmes. Moi, j'utilise l'actualité, par exemple, dernièrement. Oui. J'ai vu le doyen des Français qui s'est éteint à 109 ans. Oui, c'est ça. Bien entendu, j'ai pris la date de naissance immédiatement. On va essayer de... Et alors, vous pensez que sa longévité est dans son thème, enfin... Mais oui, forcément. Oui. Malheureusement, je n'ai pas l'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés le même jour, le même mois et la même année que cet homme, et qui n'ont pas eu cette longévité. Donc, bien sûr. Ça dépend aussi. En fait, quand on étudie, on regarde la vie d'un homme, puisque je vous ai dit qu'on voit son avenir dans les cimetières.
Et c'est vrai que quand on va sur la tombe de quelqu'un, il ne reste que deux choses. Son nom, son prénom, sa date de naissance. Il n'y a pas l'heure de naissance, mais en numérologie, on tient... On met toujours la date de naissance sur une tombe? Ah, on met la date de naissance, le jour, le mois, l'année, en France, oui. Ah, c'est bon. Et la date de la mort. La date de la mort, ouais. Ah bon, donc, ah oui, mais moi j'aime beaucoup aller dans les cimetières parce que je regarde... on apprend beaucoup de choses sur les êtres. Ah oui, parce que vous avez tout de suite la formation astrologique et numérologique. numérologique aussi. Ah oui. Donc les tombes, les pierres tombales donnent des éléments pour faire le travail de l'astrologue et du numérologue. Oui. Enfin bon. Et je pense que ça serait un aveu d'impuissance, il faut essayer de comprendre les choses. Par exemple, la maison 8, en astrologie, nous enseigne beaucoup sur la façon de mourir d'un être. Alors, soit on la trouve en signe d'eau, en signe de feu, en signe de terre, en signe d'air, et puis soit la façon de mourir, bien sûr, on peut mourir à la maison, on peut mourir en voyage, on peut mourir de maladie, on peut mourir de longue vie, on peut mourir dans son lit, on peut mourir d'une mort rapide, on peut mourir d'une mort violente. Il y a ce qu'on appelle on peut le savoir un peu plus ou moins d'après le thème. Oui, normalement oui. Quel genre de mort en fait? Quel genre de mort, oui. Mais enfin, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que bon, comme on va tous mourir, ça ne m'intéresse pas de prévoir la mort. Donc, dans ma déontologie, si on me pose la question, je ne me réponds jamais, je dis, ça, je ne le fais pas. Oui, c'est préférable, peut-être. Alors, donc... Et voilà. Donc, avec l'astrologie et la numérologie, en fait, on peut, si on a telle souffrance ou tel problème, on doit prendre une décision importante, bon, on vient consulter. Moi, si les gens viennent me consulter, c'est parce qu'ils ont une décision à prendre. Au lieu de voir un curé, ou bien d'en parler quelquefois ou à leurs conjoints, ou à leurs amis, mais quelquefois on a besoin de quelqu'un totalement extérieur. Bien sûr. Donc on vient, voilà. Extérieur, mais qui a des outils qui permettent d'aller à l'intérieur. Voilà. Alors justement, à ce moment-là, pour répondre à des questions très précises, est-ce qu'on a besoin du thème natal dans son ensemble, ou est-ce qu'on fait un tirage ponctuel, astrologie horaire ou tarot? Oui, on peut faire ça, mais ça dépend des connaissances de l'astrologue. À mon avis, le jour, le mois, l'année de naissance ne changera jamais. Le nom, le prénom de base ne change pas. Et on doit, sur ces bases, trouver le programme, le parcours de la destinée d'un être. Oui, mais pour répondre à la fois dans sa vie affective, à la fois dans sa vie professionnelle, à la fois dans son corps physique, à la fois, comme je disais, tout ce que l'on peut trouver, c'est une question. Il y a le même bagage, il y a les mêmes informations tout au cours de la vie. Moi, j'utilise l'astrologie comme ce qu'on appelle le système des maisons dérivées. Je sais pas si si, je le connais, oui. On peut voir les ancêtres, on peut voir les ancêtres des ancêtres, enfin bon, c'est très complexe. Hein, mais comment vous faites pour relier le thème natal ou le thème numérologique avec une situation ou une question particulière? Pour une question particulière, dans ce cas, j'utilise soit l'astrologie horaire, le système de transit, ou bien j'utilise en numérologie, en fait, il existe ce qu'on appelle, on dit que l'être humain est créé en 9 ans, enfin en 9 mois, je veux dire, et toute sa vie, il va suivre des cycles de 9. Très bien. Alors, on peut repérer à quel stade est une personne, 9, 18, 27 ans, 36 ans, 45 ans, etc. Et on peut repérer là où on est. C'est comme une fleur, elle a son destin. Le bouton, le bourgeon, la fleur, et puis voilà. Vous travaillez année par année en quelque sorte. Voilà, année par année, pour une question précise. Oui. Donc on sait à peu près ce qui est en stock dans l'année qui vient. Mais on commence à partir de quel moment de l'année? De l'anniversaire À partir de l'année civile, de janvier. Ah oui, d'accord. À partir de janvier, on change d'année, donc on passe par exemple de 2009 à 2010. Alors là, les calculs sont totalement différents. Vous avez toutes ces connaissances, tout est dans mes livres. C'est pour ça que j'ai beaucoup de succès avec mes livres, parce que les gens se posent beaucoup de questions. J'ai des courriers sans fin, je n'arrive pas d'avoir des courriers de partout. Mon courrier, ce que j'appelle le courrier des lecteurs. Alors toutes sortes de personnes me posent toutes sortes de questions possibles. Mais ça, les réponses, elles sont dans mes livres. D'accord. Vous avez tout dans mes livres, et éventuellement, en consultation, bien sûr, je peux vous expliquer pourquoi, de ça, du comment. Oui. Sinon, c'est... En application, oui, vous pouvez venir faire. Moi, je fais par exemple des horoscopes. Parce que je trouve que l'horoscope, c'est la vitrine de l'astrologie. Puisque on est dans une période qui est au niveau du destin collectif, par exemple. Je ne fais pas de prévision collective en public. Je me refuse à ce jeu-là.
simplement par principe de précaution et de prudence. C'est très difficile. Mais, si vous voulez, il y a une chose que je dis quand quelqu'un vient me voir. Je vous parlais tout à l'heure du nombre 4 en numérologie. On dit que le monde fonctionne selon ce principe: enfant, jeunesse, maturité, vieillesse, printemps, été, automne, hiver. Dans tout, il y a la création, le développement, la maturité et puis le déclin dans tout système de fonctionnement. De même, les hindous nous enseignent que le monde serait créé avec ce qu'on appelle le cycle des 4 temps. Les 4 âges. Oui. Ouais, les 4 âges de l'humanité, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Ce sont des cycles qui avancent très lentement. Et plus le temps avance et plus le temps est court. Et les hindous nous enseignent que dans l'âge d'or, le monde était absolument un paradis. Les hommes étaient tous vertueux. Et quand le monde est rentré dans l'âge d'argent, un quart de la vertu est parti. Et puis quand le monde est rentré dans l'âge de bronze, on a vu apparaître les armes, les épées, etc. Et on commençait à voir les guerres, les affrontements. Et dans l'âge de bronze, on dit que le vice égalait la vertu. Et quand on est rentré dans ce qu'on appelle le Kali Yuga, l'âge de fer, eh bien, il y a un âge de grand matérialisme, où évidemment, tout ce qui est spirituel est critiqué, l'astrologie est vilipendée. Dans le Kali Yuga, tous les jours, vous ouvrez la télévision et vous avez ce qu'on appelle un compte rendu du Kali Yuga, toutes les horreurs qui peuvent se passer. Et voilà, parce que le monde est très matérialiste, c'est une ère de communication. Et bon, mais le monde, c'est l'hiver de l'humanité. Mais moi, je suis assez positive parce que je dis de la même façon. On va passer de l'hiver au printemps, et bien, on arrivera à un moment, les choses vont se... On est évidemment depuis Hiroshima, dans ce qu'on appelle le crépuscule du Kali Yuga, l'âge crépusculaire du Kali Yuga, avec cette multiplication des âmes. Bon, c'est comme ça. Je pense que tout a sa raison d'être, c'est la faute de personne, c'est la faute du Kali Yuga. C'est pour ça que j'enseigne aux gens, à propos des prévisions collectives, à être très prudent. Ma philosophie, c'est soit doux comme une colombe et prudent comme un serpent. Fais très attention à ce que tu dis, à ce que tu manges, avec qui tu vis. Dans le Kali Yuga, il ne faut pas être au mauvais endroit, au mauvais moment, on va dire. Il faut un minimum de prudence dans ce qu'on fait. Et bon, en astrologie, en numérologie, par exemple, moi je ne fais absolument pas de consultation, ni par téléphone pour les gens que je ne connais pas, ni par écrit. Bon, maintenant, vous pouvez trouver des consultations par téléphone, c'est absolument immonde, inintéressant, c'est de l'escroquerie. C'est pas de l'astrologie. Bon, ça a peut-être sa raison d'être, parce que dans ce monde, on attire à soi l'astrologue qu'on a mérité d'avoir. Et bon, si on va voir un mauvais astrologue, ou bien si on cautionne ce système de demander une consultation à quelqu'un qu'on ne connaît pas, par téléphone, par exemple, ou bien par écrit, bon, je préviens les gens, franchement, c'est pas sérieux. Hein. Ça, c'est pas vraiment l'astrologie. Alors peut-être que si la personne utilise des bonnes méthodes, elle va arriver à s'en sortir à peu près, mais bon, c'est pas sérieux. Il ne faut pas oublier que même l'astrologue va subir la loi de cause à effet. Si on fait des erreurs vis-à-vis de quelqu'un et qu'on fait des choses pas bonnes, on va à un moment subir les conséquences et on va peut-être mal finir sa vie. C'est un métier dangereux d'être astrologue. Ah, c'est dangereux. Hein. Et on dit qu'on meurt de la façon dont on a vécu. Donc il faut quand même faire attention à la façon dont on vit. Mais alors vous dites que... Enfin, moi j'aime les horoscopes. Pourquoi? Parce que, oui, justement. Par exemple, je trouve que c'est ludique. Bon, c'est pas comme les informations, ça dit normalement pas de mauvaises choses. Moi, ce que je fais, quand je fais un horoscope, par exemple, pour Po TV, c'est un magazine d'infos, des programmes de télévision. Dernièrement, j'ai fait un horoscope pour un journal vénézuélien en espagnol. Oui. Et je ne sais pas si on verra, c'est pas très... Si, on voit bien. Vous voyez. Ça, c'est j'ai fait aussi un numéroscope au Venezuela, qui m'a beaucoup intéressée, parce que les Vénézuéliens ne connaissent pas du tout la numérologie. Donc, alors, comment fonctionne ce numéro? Comment est-ce que vous construisez ce numéroscope? C'est facile, parce que vous prenez le jour, le mois de naissance de quelqu'un, plus l'année en cours,
Et vous pouvez, donc par exemple, quelqu'un né le 1er janvier 2010, vous additionnez 1 plus 1 égale 2, plus 2 et 1, donc 3 égale... Le lecteur doit faire ce travail quand même. Mais c'est facile. Oui, c'est ça. On lui explique comment il procède. C'est opération d'école. Enfin, c'est comme à l'école. Hein. C'est une opération d'école. C'est simple. Hein. Et je trouve que c'est comme c'est comme une météo. On en prend, on en laisse. Et à la limite, je trouve que dans la période du Kali Yuga, croire dans les astres, ou dans les sciences, peu importe, même si c'est pas vraiment l'astrologie, puisque ça tient compte que du système solaire, on prend le thème astral, on regarde aujourd'hui... le 27 janvier, Mars est en Lion, Mars est en Lion opposé à Vénus. Bon, évidemment, on peut en tirer certaines prévisions. Si c'est bien fait, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas puisqu'ils lisent ces horoscopes. C'est que ça les amuse. Oui, si c'est fait de façon très ludique, malheureusement, bon, on trouve beaucoup dans les journaux les horoscopes, ou bien à la radio, mais à la télévision... on n'en trouve pas puisque ça a été interdit à la télévision. Donc ça c'est le Kali Yuga. De la même façon que un astrophysicien a décidé que Pluton ne serait plus une planète. Ça, bon, c'est le Kali Yuga. Oui, vous nous disiez que... On ne va pas se faire une polémique sur ça, c'est la responsabilité de chacun. Dans le Kali Yuga, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des merveilles. Donc, dernièrement, il y a une éclipse solaire le 15 janvier qui est extrêmement forte, puissante, d'ailleurs un peu avancéiste, on va dire. On sait que la Lune, le Soleil ont une grande influence sur les végétaux et sur les êtres humains. En période d'éclipse solaire, cette immense énergie fait que les oiseaux mangent peu, se protègent. On ne voit pas beaucoup les animaux sortir en période d'éclipse. Nous, les êtres humains, on devrait en profiter pour prier, méditer, trouver des connaissances spirituelles. On est là pour ça. Tant qu'on n'aura pas atteint un certain niveau de connaissance, ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, qui est une science sacrée assez extraordinaire, mais c'est pareil, on ne peut pas en parler en public parce que ça va être l'objet de polémique. Enfin, je veux dire que on peut, il faut absolument retrouver ces connaissances anciennes qui existaient du temps de l'âge d'or et qui sont enfuies, puisque dans la période de l'hiver de l'humanité, malheureusement, tout se détruit, y compris la nature, c'est ça l'hiver. Hein. Enfin, je pense qu'on va pouvoir... je ne suis pas du tout d'accord avec les prévisions défaitistes. Dans tous les âges, et quelle que soit la destinée des êtres, on peut avoir un bon destin, un mauvais destin. Si on a le destin d'une princesse qui vit intérieurement dans la souffrance, on passe à sa destinée. On peut avoir le destin d'un clochard à Bombay qui vit intérieurement dans la liberté. Ça s'appelle le libre arbitre. Il est aussi important que la destinée. On a tous, selon ce principe de polarité, un destin qui est écrit à la naissance, qu'on ne va pas échapper, qu'on peut trouver par les deux sciences humaines que j'aime beaucoup, qui sont l'astrologie et la numérologie, mais on a aussi un libre arbitre très important. Je dirais que le bonheur, c'est la capacité de vivre heureux en toutes circonstances, quels que soient les événements extérieurs. C'est une capacité intérieure. Et je dis que, peu importe le Kali Yuga, l'amour devrait être notre unique raison de vivre. Hein, si on respectait certaines lois, les lois de l'amour, d'ailleurs, quand on va contre les lois de l'amour, si on ne respecte pas la nature, eh bien, elle se défend à sa manière. Alors on voit des ouragans, il y a ce qu'on appelle une convergence de catastrophes dans le Kali Yuga qui sont là, mais bon, on peut vivre très très bien. Autrefois, il fallait, pour rencontrer un grand être, aller dans les Himalayas et passer je ne sais combien de temps en voyage. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à notre portée. Il y a des avantages. Alors, la notion de tout à l'heure, vous nous parliez du... Moi, je dis qu'il est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Quelquefois, on ouvre la télévision, donc on a ce rapport du Kali Yuga, toutes les horreurs possibles, inimaginables. Et puis, on se dit, mais aussi, les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Pourtant, je suis persuadée qu'il y a quand même si le progrès est une illusion, parce qu'il y aura toujours le côté plus et le côté moins. Hein, s'il y a des riches, il y a des pauvres, et malheureusement, inversement, s'il y a de la joie, c'est qu'il y a un moment de la souffrance, et s'il y a des hauts, il y a des bas. C'est inévitable dans la polarité. Mais bon. Justement, vous m'avez parlé de manière intéressante du cycle des 4 âges indiens, mais comment... Donc un cycle, c'est il y a le cycle des saisons, il y a
quand vous faites des prévisions à quelqu'un, est-ce que vous le situez dans un cycle? Oui, toujours il est dans son cycle d'incarnation actuelle. Oui, mais il faut dire, est-ce que vous déterminez, oui, bien sûr, mais bien sûr, il y a des cycles, oui, bien sûr. Il y a les cycles des planètes, et puis il y a des cycles naturels que l'on trouve, que l'on connaît bien en numérologie. Mais on a l'impression qu'en astrologie, il y a beaucoup de cycles. On finit par s'y perdre un petit peu. Peut-être. Parce que les cycles s'interpénètrent, se croisent. Oui, mais tout à l'heure, vous nous parlez du Kali Yuga, au moins c'était clair, il y avait une phase comme ça. Puisque là, on est dans l'âge crépusculaire du Kali Yuga. Alors là, à mon sens, la grande question actuellement, c'est la datation du Kali Yuga. Oui, c'est comme le polaire du Verseau, on ne sait pas très bien. C'est très difficile. Et bon, alors il y a toutes les versions possibles de la datation du Yuga, et chacun a son avis. Et bon, j'aime bien aussi. Bon, c'est vrai que je pense qu'il y a des signes précurseurs d'un âge d'or qui revient à travers des signes. Ouais, c'est comme le printemps. On serait à la fin du Kali Yuga. Bah voilà, est-ce que l'on serait au début du Kali Yuga ou la fin du Kali Yuga? Grave question. Ouais. Et est-ce qu'il y a des grands cycles planétaires qui vous intéressent particulièrement? Le cycle d'Uranus, est-ce que vous étudiez les combinaisons de planètes ou Saturne, Neptune, je sais pas. Oui, bon, j'essaie d'être assez structuré dans ma façon. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de la prévision. Oui, justement. Et de faire la prévision au plus juste possible. Oui. Je dis aux gens, s'il y a quelque chose qui n'a pas été... normalement, à au moins 80%, on doit prévoir d'une façon tout à fait juste, sinon ça serait un aveu d'impuissance. Bien sûr que c'est une question d'interprétation. En fonction du jour, de l'humeur, si on est plus ou moins en forme, alors il y a des choses qui vont nous échapper, ou parce que ça doit nous échapper. Oui. Parce que en religion, il est dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Est-ce qu'on peut les pénétrer par l'astrologie et la numérologie? C'est bien arrogant et c'est bien un manque d'humilité. Mais bon, non, je pense que c'est une question de karma. Si on a bon karma, d'atteindre une grande érudition, d'atteindre une certaine perfection dans la méthode qu'on va utiliser, oui, on peut arriver à prévoir énormément de choses. Et comment on formule ses prévisions à son client, justement? Alors, comment est-ce que... D'une façon très douce, en essayant d'avoir beaucoup d'éloquence, de douceur et faire attention au pouvoir des mots, la façon dont on annonce les choses. Selon la philosophie du milieu que je pratique, on dit le sage ne doit jamais mentir, mais ne doit pas faire souffrir. Oui. La voix du milieu, c'est la voix du silence. On dit que le silence, c'est le langage de l'amour. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et quand je ne connais pas les gens, je ne me permettrai pas de rentrer dans leur intimité à ce point-là, quand j'ai vu que, éventuellement, là. Mais bon, par exemple, je prends un exemple. On sait qu'en astrologie, le lion, il est sujet à des problèmes cardiovasculaires. Oui. Si on fait une statistique sur... et si quelqu'un vient me consulter et que je le trouve absolument pas bien d'un point de vue de sa santé, c'est quelqu'un que j'envoie chez le médecin. Je dis, monsieur, faites un bilan cardiovasculaire. Voilà à quoi ça peut servir un astrologue. À éviter peut-être de se retrouver à faire une crise cardiaque en pleine rue. Vous voyez, par exemple. Mais voilà, je vais lui dire d'aller voir un cardiologue. Mais bon, alors là, peut-être la personne va me dire, mais... vous voyez quelque chose de... Je dis que je vous trouve très fatigué, oui, vous avez besoin, avec un petit peu de fermeté, je vais dire à la personne, voilà, avec beaucoup de douceur. J'essaie d'être assez... Mais vous faites des prévisions à quelle échéance? Je fais immédiate, ou vous le faites des gens partout? Alors ce que je fais, c'est la prévision. Je fais ce qu'on appelle un plan de ensemble du destin de l'incarnation actuelle. Pour l'année ou pour plus longtemps? Non, sur toute la vie en fait. On regarde le cycle de l'enfant jeunesse avec les points blancs et les points plus difficiles. Je regarde la vie d'adulte, et puis le troisième cycle, et puis l'année en cours, avec comme les gens viennent me voir avec beaucoup de questions, je vais leur dire, là c'est quelqu'un qui me téléphone, excusez-moi, parce que j'ai pas de secrétaire, je suis quelqu'un qui parle très vite. C'est bien quand on fait de la télé, parce qu'on peut dire des choses en peu de temps. Mais alors, quelquefois, on passe sur des tas de choses. Parce que, alors, vous voyez, et en même temps, je préfère... si c'est trop long, au bout d'un moment, on s'ennuie. Donc, alors, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu synthétiser mais enfin, il faut quand même... notre conversation, quoi. Alors, on va parler un petit peu de votre activité d'éditrice, alors, effectivement, qui est un à cœur, qui vous prend pas mal de temps, d'ailleurs. Oui, alors, enfin, je consacre au moins 2 heures par jour à écrire.
À écrire, ah oui, d'accord. Là, je lui dis, c'est sur un gros pavé en astrologie, mais je ne le finirai pas avant 2 ou 3 ans, parce que c'est toute la méthode que j'utilise. Donc, voilà, j'aime transmettre mes connaissances, c'est mon destin, on va dire. Et puis, je suis aussi sur un calendrier astronumérologique, qui va aussi être un gros pavé sur lequel je travaille tous les jours, avec des exemples. C'est-à-dire que je prends les dates de naissance de personnes du domaine public, de gens connus, célèbres, et puis j'essaie d'expliquer pourquoi, oui. voilà. C'est un livre qui va paraître probablement fin d'année. Voilà. Alors vous disiez que c'est une période qui n'est pas très favorable pour ces publications actuellement, ou quand même? Non, pourquoi non, ben non, parce que tout le monde parle de crise, mais je vous dis, moi je trouve que c'est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Moi je parle au niveau des... Les gens sont très pessimistes. Je parle au niveau des publications. Ben oui, parce que tout le monde parle de crise, alors j'ai encore entendu un éditeur dire que c'était difficile, etc. Donc je ne sais pas trop, personnellement, je n'ai pas senti. Non, vous en sentez bien. Pas du tout. Mes livres sont distribués en FNAC, dans les pays francophones. Les gens s'intéressent à l'astrologie et la numérologie, c'est un fait. Et bon, voilà, et non, c'est bien, je trouve que c'est... Et comment vous avez commencé à vous lancer dans cette idée d'être éditrice? C'est un peu particulier. Oui. Mais parce que j'ai toujours une activité double à côté, puisque avec mes études, j'ai donné des cours de formation du droit, de l'économie, etc. Et donc, j'ai aimé beaucoup... déjà, à l'âge de 20 ans, j'avais atteint certains, disons, phénomènes de connaissance des êtres et des choses. Assez précoce. Très précoce, oui. Et j'ai voulu justement comprendre ce que voulaient dire certaines choses dans ma vie personnelle. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à faire du yoga, de la méditation, essayer de connaître ces choses. Et bon, c'est un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelle Lumière dans la nuit des temps. C'est un livre que j'aime beaucoup sur la vie de Jésus-Christ. Et j'avais vraiment une passion pour ce livre. Et donc j'ai essayé de le faire connaître aux gens et je me suis dit, eh ben, je vais le rééditer. C'est un livre qui était tombé dans le domaine public. Ah oui, d'accord. Il avait plus de 60 ans d'existence. Ça a été votre premier livre? J'ai essayé de chercher l'auteur, je n'ai jamais réussi. Et donc je me suis dit, je vais le faire connaître aux gens parce que c'est un livre absolument merveilleux. C'est le premier livre que vous avez publié? Oui. Et après il y en a eu d'autres? Et après, oui, après j'ai enchaîné sur tous les... Vous êtes aperçu que vous pouviez vous-même être auteur de livres? Ben, j'ai toujours été assez douée en français. J'avais un prof de français, quand j'ai passé mon bac d'ailleurs dans le lycée, j'ai obtenu la meilleure note du lycée, j'avais 17 sur 20 à l'oral en philosophie. Et puis j'avais un prof de français que j'aimais beaucoup, qui était directeur d'une colonie de vacances et qui me disait, mais écoute, tu viens pendant les vacances, tu vas faire ma secrétaire. Et donc j'aimais beaucoup écrire, j'étais douée en français naturellement. Plus douée à l'écrit d'ailleurs qu'à l'oral. Parce qu'à l'oral, la parole, il faut la synthétiser. Oui, j'ai l'impression que vous préférez l'écrit, effectivement, voilà. Oui. Mais transmettre mes connaissances par écrit, pour moi, c'est une chose tout à fait facile. Oui. C'est bien, plus calme, c'est plus au calme. Je fais l'informatique depuis plus de 25 ans et j'écris de façon moderne, pas à l'ancienne, vous savez, quand on écrit à la main, c'est très dur d'écrire comme ça. Oui. On écrit à la main, puis après on revoit, on corrige. On passait 10 ans pour écrire un livre. Et qu'est-ce que vous pensez du phénomène Internet, justement Est-ce que vous en servez d'une manière ou d'une autre? Bah oui, il y a toujours les plus et les moins, comme je vous ai dit, des choses, les aspects positifs et négatifs. Donc là, je suis en train de faire un site Internet, à la fois pour mon entreprise d'édition, à la fois pour mes activités de consultation. Oui. Mais vous pensez... Il faut utiliser, il faut être avec son temps, quoi, il faut être moderne. Donc je pense que ça peut être un bon outil. Ça peut être un bon outil à partir du moment où c'est bien... Ça ne fait pas concurrence au papier, en fait. Bon, ça c'est une chose que j'aime pas trop dire, mais bon... J'ai une personne qui est venue me consulter et qui avait acheté un de mes livres et puis qui m'a dit, Emeline, mais c'est vraiment très pratique. Un de vos livres, je l'ai téléchargé sur Internet. Ah bon? La personne m'a appris qu'elle avait téléchargé mon livre sur Internet. Ah bon, vous ne saviez même pas que c'était possible? Oui. Et en fait, moi j'ai quand même des stocks
à vendre. Alors j'ai essayé de trouver, j'ai jamais réussi. La personne a eu trop peur et je ne l'ai pas revu. Il y a quelqu'un qui avait scanné votre livre carrément. Quelqu'un a scanné mon livre et il y a des gens qui peuvent le télécharger. Alors c'est pas bon ce que je vous ai dit. Vous allez m'effacer ça, s'il vous plaît. Ah d'accord. Vous allez m'effacer ce que je vous ai dit. Oui. Bon, on va arrêter là. Hein. Non, parce que vous allez m'effacer ça. Ah oui, non, mais bien évidemment. Ça va donner trop d'idées aux gens. De toute façon, on le sait. Alors j'ai vu une avocate qui m'a dit, Emeline, il faut absolument créer votre site, comme ça personne ne pourra plus. Les gens pourront télécharger, parce qu'actuellement, on est dans ce qu'on appelle le livre numérique. Voilà. Donc, on va y arriver de toute façon. Alors, bon, ouais. Moi, j'ai un distributeur qui est très bien, DG Diffusion, qui distribue dans les librairies ésotériques, les FNAC, qui a repris, qui avait racheté Derby Livre. Derby Livre, à un moment, distribuait tous les livres ésotériques. Oui, c'est vrai, j'ai bien connu Derby Livre. Et après, ils ont plus ou moins fait faillite et ils ont le côté distribution était abandonné, ils l'ont revendu à DG Diffusion. Ah oui, et c'est toujours DG Diffusion. Et DG Diffusion distribue de nombreux ouvrages, ils sont vraiment très spécialisés. Ils sont souvent présents au Salon du Livre d'ailleurs, je crois. Oui, vous les trouvez. Ils ont des gros catalogues, chaque libraire a leur catalogue avec tous les ouvrages. Très Daniel, il y a des gens comme ça. Ils m'avaient demandé des conseils en numérologie pour leur numéro de téléphone. Ah bah oui. C'est vrai, le numéro de téléphone, en effet. Oui. Bon. D'accord. Mais écoutez, donc... enfin, vous voyez, par exemple, j'ai un autre souci actuellement, mais ça, je préfère pas vous le dire parce que la prudence et rigueur... comme on... C'est toujours la façon de dire les choses. Non, c'est... La vérité, c'est la vérité. Hein. Oui, mais on peut toujours faire l'illusion. En fait, moi, je suis quelqu'un de la parole, je sais toujours dire les choses un peu comme j'ai envie de les dire. Ouais, mais bon. Donc, on a fait ce portrait de Emeline Taylor. Emeline, c'est un nom qui a été choisi, qui a une valeur numérique. Oui, tout à fait. C'est un nom le nom de reine du Moyen-Âge. Oui. Donc, ça a été étudié. Oui. C'est un pseudonyme, en fait, oui. De même que le H, j'étais justement en train de discuter avec l'autre... C'est un peu asiatique, hein. L'autre jour, je discutais avec un numérologue. Il n'était pas d'accord avec le H. Si, au contraire, lui, il disait qu'il fallait mettre du H dans son nom. Oui, bien sûr, oui. Vous connaissez peut-être, c'est monsieur Attali, Eli Attali. Donc lui, il a rajouté un H, il s'appelait Eli Attali, sans H. Et oui. Il a mis un H point, comme deuxième prénom, pour avoir une valeur H dans son nom. Je sais, oui. Et il m'a dit, c'était intéressant, il m'a dit, il y a 3 lettres, le H donne, c'est le 8, enfin, il disait ça comme ça. Oui, c'est la valeur 8, oui. Et c'est important d'avoir de la valeur 8 dans son nom. Bah, c'est une question d'équilibre, bon. Une question d'équilibre dans les noms et les prénoms. Il y a une juste mesure entre les lettres à vibration 1, les lettres à vibration 2, à 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Je crois que le H, votre H, vous l'avez choisi je l'ai mis en position centrale. Oui, c'est ça. Parce que moi, il y a quelques jours, je connaissais très peu la numérologie, mais là, maintenant, je commence à être un petit peu plus au courant. Donc, il y a des choses, je me suis dit, parce que moi, j'étais vraiment tout content, parce que moi, il me dit, le 8, il y a 3 lettres qui correspondent au 8, c'est le H, le Q et le Z. Oui, oui. Et moi, dans mon nom, j'ai... Enfin, le 8, c'est surtout ce qu'on appelle la 8e lettre de l'alphabet. Oui, mais c'est la 16e et la 24e. Oui. Enfin, bon, alors, la 16e et la 24e, elles n'ont pas la même valeur. Ah oui, alors lui, il ne m'a pas expliqué ça. Moi, je suis très C'est-à-dire que moi, voilà, je me démarque beaucoup des numérologues classiques qu'on voit partout. C'est-à-dire que la plupart des numérologues se basent sur les 9 nombres de base. Oui. Mais moi, j'utilise ce qu'on appelle les nombres secondaires. Ah, voilà. Que je considère très importants. Parce que si vous êtes né le 19, vous n'êtes pas né le 1. Vous êtes né le 19. Oui. C'est la sonorité qui compte. C'est le son. Vous êtes né le 19. Vous n'êtes pas né le 10. Vous n'êtes pas né le 1. Même si ce sont ce qu'on appelle des octaves du 1. La sonorité, c'est comment ça s'entend en français. Oui. Dans une autre langue, ça serait... Mais ça serait pareil. Le prononce, c'est le pouvoir de l'alphabet, le pouvoir des lettres, le pouvoir du son. C'est presque mystique comme connaissance. C'est des choses profondes. Je veux dire que si vous êtes né le 10 ou le 12, vous n'êtes pas né le 4, c'est le son. Alors, le H, c'est la 8e lettre, mais le Q, le Q, c'est pas la 8e lettre, c'est dans la position de l'alphabet. Non, mais si on prend à partir du H, on a I, on a J, c'est l'octave supérieure du 8, c'est l'octave supérieure du 8.
Et le Z, c'est le Mais elle n'est pas en presbytérien. position en 8e. Oui. Alors moi j'étais tout content parce que moi Petit j'avais dessin. le H au début de mon nom de famille et le Ah oui, Q le H, dans Jacques. mais alors évidemment, il faut le porter. Il faut le porter. Ah. Ah oui, Si on n'est pas à la hauteur, ça va pas, c'est ça? il faut le porter. Ah oui, chaque lettre a un pouvoir, on va dire. Et alors, ça En nous c'est une conformité charge. avec le... C'est une charge, oui, c'est une charge. Et parfois vous avez conseillé aux gens d'ajouter une lettre ou d'en enlever une. Pour les prénoms de bébé, par exemple, ça peut arriver qu'une maman vienne me consulter pour me dire, voilà, j'hésite en ce prénom et ce prénom. Dans le cas d'Emily, vous auriez pu mettre un Y par exemple, je ne sais pas. Oui, j'aurais pu mettre un Y. Est-ce que c'est mieux un Y? Non, je ne voulais pas de Y dans le... Ah oui. C'est pas une très bonne C'est une lettre à question porter. d'équilibre entre les... C'est une question d'équilibre entre le... Il faut un équilibre dans la totalité du mot. Oui. Et puis aussi ce que la personne veut avoir. Si on peut orienter plus ou moins, si on essaie de manipuler un peu les mots. Ça, j'aime pas trop faire ça, mais ça m'arrive d'aider quelqu'un à choisir un prénom. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse changer le destin. Bien sûr, on va changer. Oui. Les vibrations, si tous les jours vous êtes appelé par tel prénom, Oui. de la même façon, si tous les jours vous rentrez, vous habitez à tel numéro, au numéro 1, et vous rentrez tous les jours au numéro 1, par la même porte au numéro 1, c'est une grande symbolique. Par exemple, j'habite depuis 30 ans au 8 de la Providence. Ah oui. Donc le 8 me poursuit aussi, il me poursuit dans mon nom de famille et dans le nom. Évidemment. Donc j'ai une adresse qui correspond à mon initiale. Évidemment. Si vous étiez né le 8, par exemple... Non, mais je suis né le 1er décembre. Ah oui, bah oui. Si vous êtes né le 1er décembre, il faudrait mieux un numéro qui correspond à votre date de naissance. 1947, il faut aussi compléter. Et tout à fait. Vous additionnez 1er décembre. Alors pour vous dire, après on va s'arrêter là parce que...